Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Parlons franchement. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques mois d'interruption. Et pour cette reprise, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Yen Sie Yacouba, directeur général du port autonome d'Abidjan. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec vous ce soir, nous allons redécouvrir un outil essentiel dans l'économie nationale, dans le développement de notre pays. Je veux parler du port autonome d'Abidjan. On dit de lui qu'il est le poumon de l'économie ivoirienne. Vous me direz pourquoi. Nous parlerons aussi de ses projets, de ses ambitions, je veux dire les vôtres. Quel rôle compte jouer le port dans l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Vous nous parlerez aussi de ces difficultés, car on a beau être le poumon de l'économie ivoirienne, j'imagine qu'il y a quelques difficultés. Et je n'oublie pas aussi que vous êtes le premier magistrat de la ville d'Adiaké. Nous parlerons de vos ambitions pour votre ville de naissance. Avant de développer tout cela, si vous permettez, nous allons parler un peu de vous-même. Vous êtes né en 1964 à Adiaké. Vous êtes ingénieur génie civil de formation. Après 2 années passées à Franzetti, Côte d'Ivoire, comme chef du bureau d'études et responsable des travaux, vous intégrez le port autonome d'Abidjan en 1994. C'est bien cela. Bien. Quelle responsabilité avez-vous exercé dans cette structure avant d'en prendre les commandes? Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de parler un peu du port d'Abidjan. Mais s'agissant de moi-même, disons que j'ai été successivement ingénieur du bureau d'études, ensuite chef de service, chef de département, directeur sectoriel, avant d'arriver aux fonctions que j'occupe aujourd'hui. Mais avant d'aller en profondeur, je voudrais aussi profiter de votre micro pour dire merci à votre ministre des tutelles, Madame la ministre de la Communication, et au directeur général de la RTI pour l'opportunité que vous me faites de m'adresser aux Ivoiriens par le biais de cette mission thématique. La RTI est au service de la Côte d'Ivoire. Chaque fois que vous en éprouverez besoin, monsieur le directeur général, nous vous ouvrirons les portes de cette société. Alors, vous êtes donc un enfant de la maison, on peut le dire, hein, depuis 1994. Vous êtes dans cette maison. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots, le port autonome d'Abidjan? Oui, un enfant de la maison, effectivement. Après 20 ans de port, ça ne me rajeunit pas du tout, mais ça dit aussi que je connais un peu les rouages de cette maison. Avant cela, je voudrais aussi me permettre, par le biais de votre antenne, de remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui m'a fait confiance en me confiant la destinée de cette infrastructure en date du 23 décembre 2010, officiellement, même si effectivement je n'ai pris fonction en avril le 17 2011. avril 2011. Cela dit, c'est avec plaisir que je vous parlerai du port, mais je voudrais déjà faire un distinguo entre le port autonome d'Abidjan et le port d'Abidjan. Le port autonome d'Abidjan, c'est une personne morale, est une administration dont le statut a évolué dans le temps. D'abord, service du ministère de la Marine. Il est devenu ensuite EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, pour être enfin, comme il est aujourd'hui, une société d'État. Depuis 1992, par la volonté du président de la République actuelle, Alassane Ouattara, alors Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui a voulu donner à cette importante infrastructure la souplesse de gestion nécessaire pour saisir l'opportunité du marché. Ça, c'est le port autonome d'Abidjan. Il est doté d'un conseil d'administration. Je profite au passage pour féliciter Doyen Kanté Koli, qui en est le président, qui a été élu par ses pairs administrateurs et il est géré au quotidien par le directeur général que je suis. Que vous êtes. Ensuite, parlons du port d'Abidjan en tant qu'espace géographique où se déroulent les activités portuaires. Ce port est né en 1950, le 23 juillet précisément, par le creusement du canal de Vredi qui a permis la liaison entre la mer et le vaste plan d'eau lagunaire ébrié et qui a permis aux bateaux justement d'accoster dans les infrastructures qui ont été créées dans la lagune ébriée. 1950 donc naissance, inauguration en 1951 par le président François Mitterrand, alors ministre des Territoires d'Outre-mer, et depuis lors, le port a connu un développement harmonieux pour être ce qu'il est aujourd'hui. Cet espace géographique couvre environ 4000 hectares, selon le décret de 1999 délimitant l'espace portuaire. Et sur ces 4000 hectares, vous avez 800 hectares de zones industrielles
la zone industrielle portuaire actuelle, vous avez 1000 hectares de plans d'eau et vous avez 2200 hectares de réserves foncières sur l'île Bolé à hauteur de 680 hectares et sur le cordon ouest à hauteur de 1500 hectares. Grosso modo, c'est cet espace portuaire-là, sur cet espace portuaire que s'exercent les activités de différents acteurs. Et disons en passant que cette zone abrite plus de 60% des grandes industries de la Côte d'Ivoire. Si cette zone portuaire sont prélevées 85% des recettes douanières de l'État de Côte d'Ivoire. Et une bonne partie des impôts, vous imaginez 60% des industries, une bonne partie des impôts proviennent de là. Cet espace offre plus de 40 000 emplois directs. C'est donc vous dire un peu l'importance de cette zone-là. Et peut-être vous avez parlé de poumon de l'économie ivoirienne. Je ne sais pas si le poumon c'est l'organe le plus important du corps humain, mais juste pour dire que le dynamisme et la vitalité de cette plateforme portuaire participent beaucoup à la vitalité de l'économie ivoirienne. En tout cas, les chiffres que vous venez de donner montrent qu'il mérite bien ce qualificatif de poumon de l'économie ivoirienne. Et depuis donc, décembre 2010, vous êtes le directeur général du port. Vous avez pris fonction effectivement en avril 2011. Dans quelle situation êtes-vous arrivé aux commandes donc, de cette société après la grave crise que nous avons vécue? Le port fait partie de la Côte d'Ivoire et je ne vous cache pas que à notre prise de fonction en avril 2011, le port était à l'image de la Côte d'Ivoire, avec des infrastructures en forte dégradation, avec pratiquement pas de route pour travailler correctement pour les opérateurs. Donc j'ai des infrastructures en forte dégradation, donc des quais qui n'avaient pas été entretenus depuis plusieurs années. Au niveau de la logistique, nous avons trouvé un parc insuffisant pour l'exploitation. Et les matériels nous ont fait apparaître même qu'il y avait une vingtaine de véhicules qui étaient censés être acquis par le port, que nous n'avons pas trouvé en place. Les engins flottants, peut-être un état, je ne dirais pas de développement, mais quand même pas très disponibles. Au plan des infrastructures, je disais ça, c'est le point que je voudrais vous faire, mais au niveau des effectifs aussi, il faut noter que nous avons trouvé un effectif pléthorique avec près de 1900 travailleurs. Cependant, nous avions un déficit dans les secteurs techniques, tels que les ingénieurs et les pilotes. Nous avions aussi un ratio masse salariale chiffre d'affaires de l'ordre de 37%. Et ça, c'est sur le plan humain. Mais aussi, on avait aussi, au niveau de l'aspect financier, trouvé une situation assez exécrable, je dirais. Et je pense que les banquiers peuvent en témoigner. Nous avons hérité d'une dette en cours et spot au niveau des banques de l'ordre de 65 milliards, d'un encours fournisseur de 14 milliards environ, et des demandes de réparation des justiciables suite à des condamnations de l'ordre de 17 milliards de francs CFA. Ça vous dit un peu quelle était la situation du port. Et le port avait à ce moment des emprunts avec des taux de 12%. On était dans une situation assez difficile. Et ça, c'est au niveau financier. Mais je dirais qu'il y avait quand même l'acquis. L'acquis, c'était qu'on avait une infrastructure qui datait de pas mal de temps et qui avait été conçue après deux schémas directeurs et qui était à la hauteur de traiter ce qu'on avait comme trafic pour nous-mêmes et pour l'Interland. Au niveau du trafic, disons qu'en 2011, en avril, il y avait une baisse globale de 54%, avec 50% pour l'économie ivoirienne, 85% pour le transportement et de l'ordre de 60% pour le trafic de transit pour le Burkina et le Mali, grosso modo. Sans être exhaustif, c'est dans la généralité ce que vous pouvez faire comme point à notre prise de fonction en avril 2011. Et 3 années après, en 2014, quel est le visage qu'il présente aujourd'hui? Disons que 3 années après, les choses vont mieux. Elles auraient peut-être pu être meilleures, mais les choses vont mieux. Aujourd'hui, au plan des infrastructures, nous avons consacré entre 2011 et 2013 environ 18 milliards d'investissements de réhabilitation et de remise à niveau des infrastructures, de l'acquisition de véhicules ou d'engins d'exploitation, de réparation. Donc, au plan des infrastructures, vous pouvez faire un tour au port aujourd'hui et les opérateurs peuvent en témoigner, les choses vont nettement mieux. Au plan des effectifs, nous sommes passés d'un effectif permanent de 1900 à 1300 aujourd'hui, en ayant cependant renforcé les secteurs qui étaient en déficit, en ayant aussi fait prises de mesures qui ont consisté à des licenciements
mais des licenciements pour des personnes dont la présence dans le port n'était pas indispensable, mais aussi des personnes, une centaine, qui avaient des faux diplômes, parce que nous avons engagé un audit de diplômes qui a conduit justement à nous rendre compte qu'il y avait une centaine de personnes qui avaient des diplômes qui étaient des faux. Nous nous en sommes séparés. Mais ce processus continue parce que à ce moment-là, les universités n'étaient pas ouvertes. On n'a pas eu le retour de tous nos courriers. Et maintenant que les universités sont ouvertes, le processus d'audit continue. Et nous espérons assez rapidement mettre de l'ordre dans les diplômes pour que ceux qui sont au port et qui travaillent au port aient des diplômes qui soient vraiment authentiques. Et à ce niveau, du travail de réduction des effectifs combiné avec ce nombre de facteurs, nous avons conduit aujourd'hui à avoir un ratio masse salariale sur chiffre d'affaires de l'ordre de 23%, ce qui est correct par rapport à la norme en la matière. Alors, le volume du trafic semble retrouver un second souffle. Si on vous demandait un point succinct sur les 10 dernières années en termes d'activité, que diriez-vous? Disons que le trafic a connu une hausse des années 2000 jusqu'aux années 2010 relativement. Pour connaître après une chute en 2011, vous la connaissez, une grave crise économique qui a fait que les pays de transit ne passaient plus par Abidjan et qui a fait que l'économie ivoirienne n'avait pas vraiment repris. Donc nous avons en 2011 eu un trafic de 17 millions de tonnes contre 22 millions de tonnes en 2010. Mais après ça, les choses ont repris. En 2012, le trafic a connu une hausse de 30% par rapport à 2011 et a permis d'atteindre le niveau de 2010 qui était de l'ordre de 22 millions de tonnes. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'en temps, les pays de l'Interland qui s'étaient détenus de port d'Abidjan sont revenus. Parce qu'il est important de souligner que si pour l'approvisionnement de l'économie ivoirienne et pour les exports de produits ivoiriens, le port d'Abidjan a un trafic captif, les pays du transit, des pays du centre littoral, le trafic de transit, donc les gens ont le choix. Un opérateur burkinabé, malien ou nigérien a le choix d'aller soit à Dakar, soit à Tema, soit à Cotonou, et s'ils choisissent soit à Lomé, mais quand ils choisissent de venir à Abidjan, ça veut dire qu'Abidjan a une plus-value. Et quelle est cette plus-value? Mais la plus-value, c'est la performance de nos infrastructures. C'est vrai que nous n'avons pas que de bonnes choses, mais nous avons de très bonnes choses. Par exemple, nous avons une forte capacité d'accueil des navires. Nous pouvons recevoir 33 navires en opération dans le port d'Abidjan. Au port d'Abidjan, le temps d'attente des navires n'est pas très long parce que le temps d'attente des navires, c'est de l'argent pour les opérateurs. Il y a une performance de la manutention qui fait que les gens peuvent décharger assez rapidement. Il y a des routes qui sont en assez bon état. Il y a un chemin de fer qui, même s'il n'est pas le meilleur du monde, existe quand même et est un atout. Et il y a un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire récupère le trafic qu'il a perdu pendant les périodes de crise. Et justement, tout ce que vous énumérez là, c'est des choses qui existaient. Pourquoi, malgré cela, ces opérateurs s'étaient détournés de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous leur avez dit pour les rassurer, pour leur demander de revenir au port d'Abidjan? Oui, généralement, en la matière, bien sûr, nous sommes dans le commercial. Nous sommes dans le commercial, évidemment, à un moment donné, il faut proposer, par rapport à la concurrence, de la valeur ajoutée. Et j'ai les atouts. Ce n'est pas que le port, c'est aussi l'économie ivoirienne. Mais ce que je parlais tout à l'heure des réseaux routiers, j'ai parlé des trains, il y a des atouts de l'économie. Et à cela, il faut ajouter les atouts du port autonome d'Abidjan en tant qu'infrastructure. Et nous sommes un des rares ports de la côte ouest africaine à avoir des hangars de stockage. Une capacité importante, on a près de 10 hectares d'hangars couverts. Et pour ceux qui font du trafic, qui passent les marchandises par les ports pour aller soit au Burkina, au Mali ou au Niger, ils ont vu la faiblesse de la capacité d'enlèvement de ces marchandises-là, ils ont besoin d'avoir un pack tampon pour stocker de la marchandise une fois que le déchargé des navires, s'assurer qu'il est en sécurité avant de la faire partir au fur et à mesure par camion ou par train. Et Abidjan offre ces capacités de stockage-là. C'est un atout à ne pas négliger, ce qui justifie justement que ces opérateurs burkinabés, maliens, nigériens choisissent de passer par le port d'Abidjan que d'aller ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui s'étaient détournés de notre port sont revenus? Je ne dirais pas tous ceux, mais seulement je sais qu'il y en a de plus en plus. Dans les années 2000, le port d'Abidjan faisait 60% du trafic de transit pour Mali, Burkina et Niger. Et nous sommes passés dans les années 2010 à 20%. Et en 2013, nous en sommes à 40%. Nous reprenons notre place, en sachant bien qu'il faut s'y mettre pour pouvoir atteindre les niveaux de 60% d'avant 2000, parce qu'en temps, pendant notre crise qui a duré une dizaine d'années, les ports à côté ont fait beaucoup d'investissements. Que ce soit à Lomé, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Tema, ces ports-là aussi ont fait des investissements. Il y a des opérateurs qui se sont installés dans ces ports-là. Aujourd'hui, il y a une barrière de sortie importante qui font que ces opérateurs attendront sûrement d'amortir les investissements dans ces ports avant de revenir à Abidjan.
Mais nous travaillons à ce que les choses aillent de mieux en mieux. Et quelle est l'importance de ces pays-là dans le volume de vos activités? Disons, en 2013, sur les 22 millions de tonnes, le trafic de transit s'élevait à 1 800 000 tonnes, soit 8% du trafic global. On entend beaucoup de choses, de critiques, notamment sur le racket et la cherté du port qui impacte donc négativement le coût sur le marché. Pour vous, ce sont des critiques qui sont fondées, qui ne sont pas fondées. Comment vous réagissez quand vous entendez tout cela? Je pense qu'il est important que chaque fois que quelqu'un se plaint, il faut l'écouter. Il y a peut-être des bonnes raisons de le dire. Il y a peut-être aussi des choses qui ne sont pas clairement expliquées. Le port d'Abidjan est une infrastructure et sur cette plateforme portuaire, il y a beaucoup d'intervenants. Les intervenants, ils sont divers. C'est des administrations, le port autonome d'Abidjan notamment. C'est la douane. C'est différents ministères. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ministère de la Défense, ministère de l'Agriculture, ministère des Ressources halieutiques. Donc beaucoup d'administrations. Il y a aussi à côté de ces administrations, des acteurs privés, qui sont les armateurs, les propriétaires des navires ou les infracteurs. Il y a aussi les consignataires, qui sont les représentants légaux de ces armateurs là dans nos pays. Il y a les manutentionnaires appelés aconiers, qui s'occupent du chargement et du déchargement des navires, du stockage de la marchandise, de leur gardiennage et de leur livraison. Vous avez aussi les transitaires qui sont agréés en douane, qui sont l'interface entre le chargeur et la douane. Mais je voulais parler des chargeurs justement. Les chargeurs, c'est vous, c'est moi. C'est tous ceux qui un jour ont eu à exporter ou importer 1 kilo. Ceux-là sont appelés chargeurs. Donc tous ces acteurs-là interviennent dans la plateforme portuaire et chacun, de sa façon, essaie de donner le meilleur de lui-même. Relativement au coût de passage portuaire, il y a des coûts directs, il y a des coûts indirects. Pour les opérateurs, c'est bon de préciser que l'Abidjan, justement, il parlait tout à l'heure de compétitivité. Nos coûts indirects, ils sont par exemple le temps d'attente des navires, le temps d'attente du stockage de la marchandise dans le port parce qu'en temps, la procédure douanière est lente, le temps d'attente parce qu'il n'y a pas assez de camions pour enlever. C'est les facteurs exogènes. Je comprends bien qu'un opérateur qui est installé à Ouaga ou à Bamako, qui commence sa marchandise, quand ça arrive dans son magasin, c'est à ce moment-là il fait le point, de savoir combien ça doit coûter à ramener la tonne. Mais dans ces coûts-là, il y a plusieurs aspects. Il y a le navire, il y a le coût de fret, il y a la manutention, il y a les redevances portuaires, il y a le camion, il y a les coûts indirects liés aux tracasseries routières. Pas mal de choses qui sont à prendre en compte. Et à ce niveau, nous avons conscience qu'au niveau d'Abidjan, il y a des choses à améliorer. À ce niveau-là, nous avons engagé une étude de compétitivité avec un cabinet international qui va rendre ses résultats d'ici fin août. Et ce sera le lieu, on envisage de faire un séminaire au mois de novembre prochain, avec toutes ces données-là et avec tous les acteurs, pour que chacun à son niveau essaie de voir ce qu'il peut apporter comme amélioration pour la compétitivité du port d'Abidjan. Et pour le moment, vous dites, comparativement donc aux autres plateformes de la sous-région, Abidjan est quand même un point important. Abidjan a des avantages comparativement à ces autres plateformes. Oui, je dis tantôt que pour l'opérateur ivoirien qui importe pour une usine installée en Côte d'Ivoire ou pour celui qui exporte son café cacao, je dis tantôt, il passe par le port d'Abidjan, c'est comme s'il était obligé, c'est un trafic captif. Mais quand ceux qui ont le choix d'aller ailleurs viennent chez vous et qui viennent de plus en plus, ça témoigne quand même du fait que vous avez de la valeur ajoutée. Alors, port de transbordement, port de commerce, port de transit, quel est le qualificatif qui sied mieux au port d'Abidjan? Notre port est, je dirais, généraliste. Nous approvisionnons notre économie à hauteur de 90% de notre trafic. Notre rôle, notre mission, c'est de faire en sorte que l'économie soit approvisionnée, de faire en sorte que nos produits soient exportés. Mais nous disons qu'en dehors de cela, nous avons à créer de la valeur ajoutée pour les armateurs. La valeur ajoutée pour les armateurs, c'est de faire en sorte que le port d'Abidjan soit choisi pour éclater les trafics. Les gros navires viendraient à Abidjan, déposeraient une partie de leur cargaison et les navires viendraient d'ailleurs pour les prendre pour aller dans d'autres ports. Ça, c'est le transbordement. Nous y travaillons même sans trop de succès pour l'instant parce que simplement, nous avons des investissements à faire pour encourager cela. Il faut pouvoir accueillir ces grands navires-là. Pour le moment, nous ne pouvons pas les accueillir parce que nous avons les tirants d'eau les plus faibles de la côte ouest africaine. Pour le transit, c'est important, ça participe au rayonnement de notre pays. Au-delà du fait que c'est du commerce, le fait qu'Abidjan soit choisi comme port principal pour ces opérateurs du Burkina, du Mali et du Niger, je pense que c'est un atout pour la Côte d'Ivoire qui n'est pas négligé, même si en soi, ce n'est pas le gros de notre trafic.
Nous donnons vraiment beaucoup de mal à faire en sorte que ces gens qui passent par Abidjan, ils viennent dans les bonnes conditions. Alors, un des problèmes importants au port d'Abidjan, monsieur le directeur général, c'est la question de la sécurité. On entend dire beaucoup de choses. Quel est, en un mot, que diriez-vous sur la question de la sécurité au port d'Abidjan? C'est un aspect important qui est souvent mis en avant par le chargeur. Quelqu'un qui revend sa marchandise souhaite l'avoir en bon état. Si quelque part l'intégrité physique de la marchandise est atteinte par des vols ou autres, c'est clair que ce n'est pas de son goût. Même pas le vol, si quelque part il y a une détérioration liée au fait qu'il y a des intempéries ou bien son riz qui est mouillé, ce n'est pas de son goût. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ces choses s'améliorent. C'est vrai qu'en 2000, quand nous prenions fonction, je dirais que le port, je ne dirais pas que c'était un passoire, mais les gens rentraient vraiment au port comme ils voulaient. Et comme tout ce qui rentrait n'était pas de bonne intention, ça conduisait à beaucoup de vols, à beaucoup d'actes pervers qui conduisaient à ternir l'image du port d'Abidjan. Nous avons donc fait une évaluation pour pouvoir améliorer les choses. Et ça se chiffrait en milliards pour les investissements nécessaires. Parce qu'en dehors des opérateurs qui se plaignent ici, nous sommes soumis aussi au respect d'une réglementation née et renforcée suite aux attentats de 2001 aux États-Unis, qui fait qu'aujourd'hui, nos ports sont dans un code ISPS, il y a des exigences sécuritaires et de sûreté. Face aux investissements à faire, et dans l'incapacité pour nous de faire ces investissements, nous avons fait l'option, avec l'accord du ministère de tutelle, de concéder la sûreté à un opérateur privé, l'État. Le port gardant les prérogatives régaliennes, mais l'investissement de sûreté a été confié à un opérateur privé suite à une concession. Et c'est un investissement de l'ordre de 17 milliards qui sera fait, qui est en cours. Quand vous passez, vous verrez ce qui est en cours aujourd'hui. Il s'agit pour l'opérateur de moderniser nos accès. Aujourd'hui, vous partez prendre des tickets pour entrer au port, comme carte d'accès. Bientôt, il y a 1-2 ans, ce sera des puces électroniques. Il y a ça. L'opérateur est tenu d'installer sur la plateforme portuaire environ 1500 caméras. Ce qui permettra justement, même si on n'attrape pas le gars, un fraudeur sur le coup, de pouvoir au moins l'attraper après. Il est prévu que sur le plan d'eau, qu'il y ait 3 vedettes rapides pour assurer la sûreté du plan d'eau. Et vous voyez aujourd'hui, je pense que ce que vous dites, ça a existé, peut-être de moins en moins comme ça. Les choses sont en amélioration. Il y a l'aspect aussi lié au prix aux véhicules. Et très souvent, ce qui se plaignent, les opérateurs qui font le riz et autres. C'est la question que j'allais vous poser. Nous tous, à un moment ou à un autre, on en a été victimes. Ceux qui font le riz et d'autres denrées qui sont bien demandées se plaignaient aussi parce qu'il y avait beaucoup de vols. Aujourd'hui, cela ne se plaignent plus. Ils entreposent même le riz sur le terre-plein qu'on couvre avec des bâches. Les importateurs de véhicules qui trouvent qu'il y a des pièces qui manquent. Les importateurs de véhicules, effectivement, se plaignent. Et tout ça, c'est l'image du port qui en pâtit. De vols. Mais je précise quand même qu'il faut faire la part des choses. C'est vrai. Au port, il continue d'avoir des petits malfrats, des gens malins, qui volent peut-être les pièces des véhicules. Mais je précise aussi que la sortie des véhicules du port est gérée en concession avec un opérateur privé, qui est Côte d'Ivoire Logistique. Pour ce qui est des petits vols dans le port, rassurez-vous, je pense que dans quelques temps, ce sera un mauvais souvenir avec la mise en place de toutes ces caméras-là. Dans combien de temps, M. le directeur général? Raisonnablement, d'ici la fin de l'année, les caméras seront totalement installées et la salle opérationnelle aujourd'hui a commencé, mais toutes les caméras ne sont pas encore installées. D'ici la fin de l'année, cette première phase d'investissement sera terminée. Tout le port sera équipé de caméras. Dans un sous-douane, du moins, sera totalement équipé de caméras. Mais les véhicules sortent du port pour aller faire des procédures d'immatriculation avec l'opérateur concessionnaire, qui est Côte d'Ivoire Logistique. Et je précise que si vous, opérateur aujourd'hui chargeur qui importez un véhicule, si vous faites un état de votre véhicule à l'embarquement et qu'au déchargement, il y a des manquements, normalement, vous avez un recours vis-à-vis de l'amateur. Mais les gens ne font pas les recours. C'est peut-être par ignorance. Ces transporteurs sont tenus pour responsables de ça. Mais si vous ne faites pas de recours, c'est tout bénéfice pour eux. Mais si vous faites un recours, ils sont tenus de vous rembourser. Ça, c'est un. Maintenant, du parc à la sortie du port jusqu'à le parc de Côte d'Ivoire Logistique, là aussi, vous faites des constats contradictoires. Si entre la sortie du port et la remise de votre véhicule, il y a encore des vols, ils sont tenus de rembourser. Les gens ne savent pas, mais le cahier de charges le prévoit. Et pour ceux qui sont pleins, je peux donner un témoignage comme quoi que Côte d'Ivoire Logistique a remboursé. Il faut que les gens sachent qu'ils ne sont pas passifs. Ils sont acteurs de leur approvisionnement. Et s'il y a des manquements d'opérateurs, les opérateurs sont tenus de les réparer.
Mais pour notre part, je ne vous cache pas, nous mettons tout en œuvre pour que ce qui a été constaté, ce qui fait défaut et ce qui est comme reproche au port d'Abidjan, dans les années qui viennent, qui aient de moins en moins de reproches, nous travaillons à améliorer les choses. Nous savons que rien n'est parfait et l'amélioration nécessite parfois des ressources. Nous ne sommes pas infinis. Il y a une planification volontaire qui est engagée pour que assez rapidement ces problèmes qui sont signalés soient résorbés. Alors, au mois d'avril dernier, le SIDAM, qui est le système de dédouanement automatisé des marchandises, était défaillant. Quel a été le préjudice enregistré par le port? Bon, en termes de préjudice, disons, généralement, il y a eu, à la faveur de cet arrêt-là, un non-fonctionnement du port pendant presque une semaine parce que les marchandises ne pouvaient pas rentrer, ni ne pouvaient sortir. Ça a conduit à un encombrement important de l'espace portuaire. Et assez rapidement, je voudrais à cela féliciter les autorités douanières qui ont réagi et qui ont permis de pouvoir juguler cette situation-là et de travailler. Ils ont travaillé ensuite jusqu'à des heures un peu indues pour pouvoir permettre de sortir de toutes ces marchandises du port. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir, mais en plus, c'est une plus-value qui a été apportée au SIDAM 2. La procédure douanière de dédouanement des marchandises qui était à la phase 1 a été améliorée. Donc, je disais que c'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, les choses vont bien. Aujourd'hui, on est à l'abri d'une telle situation? Non, je ne suis pas l'administration douanière, je ne pourrais pas vous le dire, mais je pense que, comme toute administration, j'ai dû tirer les leçons de cette situation-là. Alors, le Premier ministre Daniel Kablan-Denkan a lancé le 16 juin dernier les travaux de modernisation du port de pêche. Alors, en quoi cela va-t-il consister? Disons que ce projet est l'un des projets justement que nous avons initié suite au diagnostic de notre situation concurrentielle par rapport à notre environnement. Et dites-vous bien qu'au port d'Abidjan, on ne l'a pas dit d'entrée, mais nous avons beaucoup d'atouts. Nous l'avons signalé tout à l'heure. Nous avons un trafic intéressant. Nous faisons 21 500 000 tonnes, alors que les autres en font le port suivant dans la sous-région en fait 10. Mais nous ne sommes pas les meilleurs en termes d'infrastructure. En termes d'infrastructure, aujourd'hui, le port d'Abidjan est, je dirais, le dernier de la classe. Parce que les infrastructures sont faites pour accueillir les grands navires qui fréquentent les côtes. Malheureusement, les grands navires qui fréquentent les côtes ouest africaines aujourd'hui ne peuvent pas rentrer au port d'Abidjan. Nous ne pouvons pas accueillir des navires avec des tirants d'eau. Les tirants d'eau étant les parties immergées du navire, de plus de 11,50 m de tirants d'eau, je disais tantôt. Alors qu'à Dakar, vous avez 13 mètres. À Tema, vous avez 13 mètres avec des projets en cours pour être à 15 mètres à l'horizon 2017. À Lomé, vous avez 16 mètres en 2016. À Cotonou, vous avez déjà 16 mètres par un financement MCC. Ce sont des choses qui nous interpellent, qui vous interpellent. En fait, au moment où nous faisons tout pour séduire les opérateurs économiques, il y a aussi nos voisins qui sont là, qui ne restent pas les bras croisés. C'est ce qui justifie justement que nous ayons un programme de réinvestissement important. Disons que depuis les années 75, il n'y a plus d'investissement important en infrastructure au port d'Abidjan. L'exploitation a eu cours normalement. Tant que l'économie ivoirienne était en récession, on se contentait de ce qui était là, c'était supportable. Aujourd'hui, l'économie reprend. Il y a aussi l'économie sous-régionale, c'est parce que l'économie de la Côte d'Ivoire, l'économie sous-régionale reprend bien et nous ne pouvons pas nous contenter de ces infrastructures-là. Nous sommes la première économie de l'UEMOA, la deuxième ou la troisième de la CEDEAO. Nous sommes un pays phare en Afrique. Nous ne pouvons pas être un port secondaire. Et à cela, je pense que les autorités ivoiriennes, à la tête desquelles le président de la République, le Premier ministre Denka et tout son gouvernement nous accompagnent pour qu'assez rapidement le port d'Abidjan puisse se repositionner durablement dans la concurrence sous-régionale. Une concurrence émulatrice et qui est bien d'ailleurs parce que plus les ports seront performants, plus ce sera intéressant pour toutes nos économies. Pour en revenir au port de pêche, disons que le secteur de pêche est un des secteurs importants qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Soit dit en passant, la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de produits de thon, même si nous n'en produisons pas beaucoup, simplement parce que nous avons sur la plateforme des ports de pêche des industries installées et qui exportent ces thons-là. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas de disponibilité d'espace supplémentaire. Nous ne pouvons pas donner d'autres espaces à de nouvelles industries parce qu'il n'y a pas d'espace. En plus de cela, les quais que nous avons sont des quais vraiment vétustes, qui coûtent très cher et qui ont un tirant d'eau de 7 mètres, alors que la demande des amateurs aujourd'hui à la pêche est de tirants d'eau de l'ordre de 8 à 10 mètres. Donc nous faisons d'une pierre deux coups, créer des espaces industriels de 5 hectares qui seront mis à la disposition des industries, en même temps avoir des quais profonds entre 8 et 10 mètres pour permettre l'accueil des grands navires fréquentant les côtes, les grands navires tonniers fréquentant la côte africaine. Donc c'est un projet c'est le premier qui est mis en œuvre et le Premier ministre doit faire l'honneur de venir poser la première pierre. Très rapidement, d'autres suivront, notamment
l'approfondissement et le lâchement du canal d'Evreди, je voudrais vous préciser que nous sommes aussi un port particulier parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas recevoir des navires de plus de 250 mètres de long. Alors que les navires fréquents, les grands navires aujourd'hui, c'est entre 300 et 350 mètres. Le canal d'Evreди est un facteur limitant. Nous allons donc l'élargir, l'approfondir. Très bien. Alors, mais terminons sur le port de pêche. Le coût, c'est combien et à quand la fin des travaux? Disons qu'après l'appel d'offres international, il y a un consortium d'entreprises qui a été retenu pour exécuter les travaux pour une durée de 16 mois à compter de février 2014. Là. Le coût global après l'appel d'offres a été jusqu'à 28 milliards 700 millions de francs CFA. Et la modernisation du marché de poissons est au programme aussi? Nous parlons d'infrastructures portuaires sous douane. La modernisation des espaces de poissons est un projet que nous allons conduire, mais avec un opérateur privé. En temps opportun, vous en serez informés. Effectivement, l'espace de vente de poissons aujourd'hui à l'extérieur pose problème. Ce d'autant plus que, et comprenez bien qu'on n'a pas besoin de venir au port de pêche pour acheter le poisson. Le poisson peut être vendu dans le marché de poissons à Gamé, à Trècheville, à Makori, partout. Et le port n'a pas vocation à être un marché de vente aux poissons. Il s'agira, en temps opportun, de faire en sorte avec les communes et les districts à trouver des lieux de vente de poissons pour que ce marché-là, qui est dans un état de salubrité vraiment approximatif, puisse ne plus exister au grand profit des consommateurs. Alors, je vous ai interrompu, vous parliez des travaux de modernisation et d'extension du port. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Oui, justement, parlant de projets de modernisation et d'extension, disons que, laissez-moi vous faire le point de nos faiblesses. Nos faiblesses, c'est les possibilités pour nous de recevoir des grands bateaux. Une de nos faiblesses, c'est l'impossibilité d'offrir aux industriels des espaces pour s'implanter, et créer des industries et créer des emplois. Une de nos faiblesses aussi, c'est de disposer de la plateforme portuaire, de coûts d'infrastructure de traitement des déchets liquides. Et autre chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un port qui est congestionné. Ça fait beaucoup, mais ça nous permet justement d'avoir l'énergie nécessaire de nous battre pour pouvoir améliorer les choses. Relativement aux infrastructures, je l'ai dit tantôt, que ce soit le quai de commerce, le quai de pêche ou le terminal à conteneurs, nos quais ne sont pas assez profonds. Nous avons donc des projets importants d'approfondir ces quais-là. Donc, on va réaliser un deuxième terminal à conteneurs justement, avec des tirants d'eau à 16 mètres, pour être comme les ports qui sont aujourd'hui à la tête, Tanger, Haute, pour être à la tête du combat et pouvoir faire à la tête des ports ambitieux pour pouvoir recevoir les grands navires. Ça, c'est un projet qui est combiné justement avec l'approfondissement du canal d'Evreди. Donc, le canal d'Evredi sera élargi et approfondi pour pouvoir accueillir les grands navires qui pourront accoster au nouveau terminal conteneur qui sera créé. Le port de pêche vient d'en parler. Nous créons des quais avec des tirants d'eau de 8 à 10 mètres contre 7 actuellement. Nous avons un terminal minéralier qui a un tirant d'eau à 9 mètres qui sera modernisé. Et relativement au problème d'espace, j'ai dit tantôt que dans la zone d'Abidjan, les zones portuaires, justement, les zones industrielles portuaires sont des zones préférentielles d'établissement des industries. Parce que ça permet de minimiser les coûts logistiques des transports des intrants. Et la zone portuaire d'Abidjan aujourd'hui, on ne peut pas offrir 100 mètres carrés à un opérateur. Il n'y en a plus. La zone industrielle portuaire est saturée. L'État aujourd'hui est en train d'en créer sur le route du Nord au Clément 24, mais le besoin d'optimisation de l'espace portuaire nous a conduit à initier un projet de gain de terrain par remblai. Soit dit en passant, le terminal conteneur aujourd'hui que vous connaissez, le terminal conteneur actuel du port que vous connaissez, c'est un remblai, ça n'existait pas. Et c'est possible de faire des remblais, moyennant bien sûr les précautions environnementales à prendre. Et nous travaillons justement à réaliser des remblais pour gagner quelques hectares au niveau de la baie des Biétries. Une première phase a déjà été lancée avec tous les accords environnementaux nécessaires. Donc, d'ici mars 2015, vous aurez une trentaine d'hectares remblés et aménagés au niveau de la baie des Biétries. Ça, c'est l'investissement du port. En même temps, nous cherchons des opérateurs privés qui pourraient nous accompagner dans la réalisation de ces investissements-là. Tout comme l'État fait appel au privé pour aménager des zones industrielles à l'autoroute du Nord, nous cherchons aujourd'hui des privés pour aménager des zones industrielles connexes au port et qui sûrement permettront l'établissement de beaucoup d'industries et la création d'emplois. L'autre aspect, c'est relativement à l'aspect environnemental. Vous avez tous en triste mémoire l'épisode Provo-Koala 2006 qui ont touché les Ivoiriens dans les chairs et dans les vies. Et nous voulons que ce soit une parenthèse honteuse de notre existence. Et ça est arrivé parce que, pas que le port, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan, il n'y a aucune infrastructure habilitée à traiter les déchets industriels des navires. On n'aurait jamais dû recevoir ces déchets-là. Ça a été déchargé en Côte d'Ivoire.
ça fait des dégâts que vous connaissez. Et nous travaillons justement à avoir des espaces, à créer un projet en PPP où le port offrirait des espaces à des opérateurs privés qui viendraient installer des unités industrielles de traitement des déchets liquides, ça pour faire face à notre responsabilité environnementale. Surtout que nous sommes engagés dans un processus de certification environnementale et c'est important pour nous que cela puisse se faire. Au niveau de la congestion portuaire, vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand vous venez dans la zone portuaire, vous entrez par le pont Fauboigny, vous sortez par le pont Fauboigny. Si vous ne voulez pas le faire, peut-être vous serez tenté de passer vers l'Institut d'hygiène, ce n'est pas très pratique, ou vous passez par rapport au Boué, par l'abattoir, ensuite la place Aquaba, personne n'y va. Tout le monde se retrouve à vouloir sortir par le pont Fauboigny, ce qui crée des congestions terribles. Et je suis sûr que même si ce soir vous venez du port pour sortir pour aller chez vous, ce sera pareil, c'est toujours comme ça. Notre idée donc a été de faire en sorte de créer une troisième voie, une autre voie de dessert de la zone portuaire. Ce projet, nous le conduisons, nous l'avons initié, mais il est conduit aujourd'hui par le ministère des Transports avec l'appui du ministère des Infrastructures économiques et le BNET, de sorte à trouver une troisième voie de franchissement de sortie qui passerait par Zimbabwe. Je ne sais pas si vous voyez un peu la configuration géographique de la zone, pour aller directement au carrefour Solibra. Ceci permettrait d'avoir une voie de secours. Ce projet, nous voulons le conduire en PPP parce que le port n'a pas de ressources pour le financer en propre. Et une fois que cela mûrit, on trouvera sûrement des opérateurs qui seront intéressés à le réaliser. Cela permettrait de décongestionner en partie le port en termes de circulation. Mais on n'a pas de nos problèmes. La congestion aussi est liée à l'inexistence des parkings. Il n'y a pas de parking dans la zone portuaire. Normalement, les parkings, ce n'est pas le rôle des ports, c'est un peu le rôle des communes. Malheureusement, aucune commune n'a des parkings dédiés. Nous avons travaillé un peu à le district sur la matière. Pour le moment, ce n'est pas très avancé. Le port donc a pris sur lui d'acquérir des espaces au niveau du kilomètre 24 autoroute du Nord, justement, une trentaine d'hectares, pour permettre la réalisation d'un tel projet avec l'appui d'opérateurs privés. C'est des projets marchands pour lesquels c'est possible de trouver des opérateurs privés. Nous avons donc cherché nous avons acquis un espace là-bas. Cet espace aujourd'hui fait partie du domaine réservé par l'État. Nous travaillons à ce qu'il soit disponible, que vraiment nous puissions avancer dans la création d'une plateforme logistique dans cette zone-là, qui permettrait de sortir un peu toutes les marchandises destinées à l'Interland pour les mettre au niveau de l'autoroute du Nord, pour que les camions qui viendraient pour prendre ces marchandises ne soient pas tous obligés de venir dans le port. Ils viendraient au port en appel, mais il va y avoir un parking tampon où ces camions-là pourront garer et où surtout les chauffeurs et les apprentis pourront vivre dans des conditions décentes. Aujourd'hui, vous avez des camions garés partout dans la rue et les chauffeurs et les apprentis vivent dans des conditions d'hygiène approximatives. Nous ne voyons pas ça avec beaucoup de fierté. Il s'agit de créer un parking spécialisé pour les camions avec une plateforme logistique et avec aussi des lieux de vie qui permettent un peu aux chauffeurs, aux professionnels de transport de vivre dans des conditions décentes. En tout cas, ce sont des grands projets de modernisation donc, du port d'Abidjan. Je vous les ai laissés développer parce que c'est important. Qu'en est-il des travaux d'extension du port sur l'île Boulé? Disons que l'île Boulé et le cordon ouest font partie des réserves foncières du port. De par le décret de 1999, l'île Boulé, il y a 680 hectares sur l'île Boulé qui sont réservés au développement portuaire et il y a 1500 sur le cordon ou le littoral ouest qui sont du côté du canal de Bridi, qui sont réservés aussi à l'extension du port, aux zones foncières du port. Au total, nous avons donc environ 2000 hectares de réserves foncières après 50 ans de vie, 50 ans, 60 ans de vie. Au passage, je voudrais vous préciser que des ports comme le port du Havre, qui sont vieux de plus de 300 ans, ont encore 8000 hectares de réserves foncières. Le port de Rouen en a 5000. Le grand port d'Anvers en a 13 000. Nous, après 50 ans de vie, on n'en a plus que 2000. Ça s'appelle faire de la prévision. Il faut justement prendre conscience que les 2000 sont vraiment insuffisants. Si nous ne voulons pas demain amener nos enfants à déplacer le port ou à créer notre port, ce qui serait très coûteux pour l'économie ivoirienne, il faut vraiment anticiper. Il faut se dire que les 2000 hectares sont insuffisants. Il faut même penser à faire davantage de réserves, ce qui justifie justement qu'on essaie d'optimiser l'existant avant de partir sur l'île Boulé. Et c'est d'autant plus que sur l'île Boulé aujourd'hui, l'île est là, mais il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas de pont pour accéder à l'île. Même si vous faites un pont aujourd'hui, il faut aménager la zone, il faut envoyer les facteurs de production, l'eau, l'électricité, les communications. Pour le moment, ça n'existe pas. En même temps, l'économie ivoirienne est en plein essor. En même temps, le port d'Abidjan doit être à hauteur, à mesure de traiter les besoins de l'approvisionnement de l'économie, d'assurer les exportations et d'assurer le rayonnement portuaire de la Côte d'Ivoire. En attendant que tout ça se fasse à l'île Boulé, pour que nous y allons demain,
nous avons opté pour l'optimisation de l'existant. Et cette optimisation, justement, c'est ce qui consiste à créer le deuxième terminal à conteneurs, ce qui est conforme justement au schéma directeur du port qui a été étudié entre 1998 et 2000 par un groupe de référence et qui avait prévu justement la création d'un deuxième terminal à conteneurs sur l'existant avant de se déployer sur l'île Boulay. Le terminal à conteneurs, ça me permet d'évoquer la polémique donc, sur l'attribution de celui qui existe là. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui relativement à l'attribution du terminal à conteneurs? Donc, je voudrais d'entrée vous préciser que, en fait, pour nous, c'est une opération qui a été gérée au mieux des intérêts de la Côte d'Ivoire. Nous ne gérons pas des intérêts privés. Nous gérons l'intérêt général de l'État de Côte d'Ivoire. Et une fois que l'intérêt général de l'État de Côte d'Ivoire est sauvegardé, nous passons à autre chose. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment passés à autre chose parce que la concession est déjà faite. Il s'agit aujourd'hui de faire la mise en œuvre du projet et de la réalisation des projets, des infrastructures. Cela incombe à la partie concédante, c'est-à-dire le port et l'État de Côte d'Ivoire. Nous travaillons justement à ce qu'elle soit réalisée pour que dans un délai de 3 ans, c'est qu'elle puisse être disponible pour que l'opérateur qui a été choisi puisse faire le développement des infrastructures, des superstructures et des équipements pour commencer une exploitation qui est prévue raisonnablement à l'horizon 2018. Quels sont les rapports que vous entretenez? Je parle du port d'Abidjan et le port de San Pedro, ports concurrents, complémentaires. Quels sont vos rapports? Oui, mais vous devez donner la réponse à votre question. C'est des ports complémentaires. Le système portuaire ivoirien est fait de 2 ports, mais autonomes chacun, mais qui travaillent de manière complémentaire à approvisionner l'économie et à assurer l'exportation de nos productions. Le port de San Pedro, c'est un port créé en 1970. Le port d'Abidjan existe depuis 1950. Le port d'Abidjan fait environ 95% des échanges de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur. Le port de San Pedro joue sa partition dans l'approvisionnement de l'économie ivoirienne et dans l'exportation des produits de notre terroir. On dit du port d'Abidjan qu'il est un instrument de coopération internationale. Qu'est-ce que cela signifie? Ou juste dire que le port est membre de beaucoup d'organisations supranationales. S'il ne représente pas la Côte d'Ivoire, il y a l'Organisation maritime internationale, on a l'Association internationale des villes et ports, on a beaucoup d'associations supranationales pour lesquelles le port est membre et représente parfois la Côte d'Ivoire. Et nous avons l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont votre serviteur a su la présidence depuis l'année dernière. Et en plus de cela, disons que le port est une infrastructure de coopération parce que quand je vous dis que, par exemple, que les opérateurs burkinabés, maliens et nigériens passent par le port d'Abidjan, cela participe forcément au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Sans cela, qu'évidemment, le port est un instrument important, indépendamment du fait que, je vous l'ai dit tantôt, le port est une place stratégique importante pour l'économie ivoirienne. On parle de plus en plus de coopération avec les ports asiatiques. Quelles en sont les motivations? Je ne sais pas si on en parle plus qu'avant. Il y a que, évidemment, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé de coopération. Le port signe des accords de coopération avec d'autres ports. Nous sommes dans une logique d'amélioration de ce que nous faisons. Nous allons nous frotter à ceux qui ont fait l'expérience et nous en tirons les meilleures pratiques. Donc, nous avons des accords de coopération avec d'autres ports, des ports marocains, des ports du Havre, des ports de Marseille et pas du tout avec des ports asiatiques. Alors que vous savez peut-être que sur les 10 premiers ports à conteneurs du monde, 8 sont chinois et vous avez un sud-coréen, un singapourien. Donc les meilleurs du monde sont en Asie. Les ports asiatiques, c'est quoi? C'est l'avenir? C'est pas l'avenir. Aujourd'hui, l'Asie, c'est l'avenir en termes d'économie, d'exportation, d'importation, mais c'est aussi des modèles en termes de réalisation d'infrastructures. Disons que nous sommes dans cette coopération sud-sud, nous prenons un peu ce qui est fait par rapport à notre contexte. Aujourd'hui, les ports européens, généralement, vous savez un peu le contexte du travail en Europe, ce n'est pas le même contexte qu'en Asie. Et les facilités qui sont faites aujourd'hui par l'Europe, ce n'est pas les mêmes facilités qui sont faites en Asie, mais nous n'avons pas de préférence. Tout autant nous travaillons avec le port aujourd'hui, nous attelons à sceller des accords de coopération avec le port d'Asie. Nous travaillons aussi à renforcer nos accords de coopération avec les ports d'Europe avec lesquels nous travaillons déjà. Alors, si mes informations sont exactes, Monsieur le Directeur général, le port mobilise aujourd'hui 40 000 emplois. Le gouvernement ivoirien veut créer 1 million d'emplois en 5 ans. Quelle pourrait être la part du port autonome d'Abidjan? Disons que notre rôle, c'est l'État de Côte d'Ivoire, justement, en priorité, travaille à créer le lit des opérateurs. L'État ne peut pas employer à l'infini. L'État doit créer les conditions pour que les opérateurs privés s'installent, créent des industries
et embauche. Nous sommes dans la même logique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des zones industrielles. Nous, le port de pêche déjà qui sera fini très bientôt, nous offrons 5 hectares de terrain qui devrait permettre à terme l'installation de 2 unités industrielles. Et aujourd'hui, les unités industrielles, les 2 existantes, emploient en emploi direct les 5000 personnes. Donc s'il y a 2 unités industrielles, ce sera encore 5000 personnes de plus. Et surtout, c'est 80% des femmes qui sont employées dans ce secteur-là. Nous avons parlé tantôt de Remblai, dans la baie des Biétry, création des zones industrielles. La finalité, justement, c'est de permettre d'avoir des zones aménagées où les industriels s'installent. Les industriels font des activités et embauchent les Ivoiriens, créent des emplois. Donc notre rôle, c'est d'être aux côtés de l'État pour créer les conditions pour les opérateurs portuaires, pour les privés, qui puissent s'installer et créer des emplois pour l'économie ivoirienne. Alors, on va conclure sur ce chapitre parce qu'on me fait signe qu'il ne nous reste plus assez de temps. Alors, en 2-3 minutes, monsieur le directeur général, vous êtes engagé dans un vaste programme d'investissement du port, de modernisation. Comment voyez-vous le port d'Abidjan dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous vous projetez dans ces années-là? Je voudrais vous rappeler que nous avons fixé comme vision de faire du port d'Abidjan un hub port de référence par la qualité de ses infrastructures, la performance des opérations portuaires, notre responsabilité environnementale. Disons, c'est le résumé de notre vision. Et dans 5 ans, je pense, beaucoup d'éléments dans le cadre de cette vision seront effectifs, seront visibles. Le terminal conteneur sont les crêtes demain, sont engagés le canal d'Evry, on l'approfondit, on aura, avec le port de pêche qui sera modernisé, le terminal minéralier qui sera modernisé, dans 5 ans, l'horizon est raisonnable, on aura au port d'Abidjan la possibilité d'accueillir les plus grands navires fréquentant nos côtes. Et ça, ce sera ça de fait. Et nous serons positionnés, je pense que nous serons repositionnés durablement au niveau de la concurrence, au niveau des infrastructures. Mais au niveau de tout à l'heure de l'exploitation, la performance de la plateforme logistique, ça passe par la performance des opérateurs. Nous travaillons à réorganiser nos opérateurs. Nous avons des terminaux, mais nous avons aussi beaucoup de quais où il y a tout le monde. Il s'agit de travailler à regrouper les opérateurs, à leur permettre d'avoir des surfaces critiques en termes d'activité qui permettent des investissements pour améliorer la performance de leur productivité. Au niveau environnemental, je vous ai parlé de la réalisation d'une station de traitement des déchets liquides. C'est un projet important et qui, dans un horizon raisonnable de 5 ans, devrait pouvoir avoir été mis en œuvre. Donc, dans 5 ans, beaucoup de choses se seront améliorées. Mais on sera toujours là pour continuer à travailler, à améliorer ce qui ne sont pas déjà. Mais notre ambition, c'est que dans 5 ans, le port d'Abidjan déjà puisse accueillir les navires les plus grands qui passent sur la côte africaine. Tous les navires qui vont ailleurs puissent venir à Abidjan. Que les navires du port de pêche soient modernisés. Qu'il y ait beaucoup plus d'espace pour les industries. Et sur cette base-là, nous allons nous apprêter à préparer notre redéploiement sur notre site de réserve quand l'État aura fini de faire les devoirs de franchissement et d'amener bonne zone de commodité. Et vous-même, vous voulez rester dans l'histoire comme l'un des grands bâtisseurs du port d'Abidjan? Nous ferons notre part. Voyez-vous, le port d'Abidjan, aujourd'hui existant, est le fruit du travail de nos prédécesseurs. Certains plus justes que d'autres. Mais ça a pris quand même 50 ans pour qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui. Après 50 ans, il faut donner un nouveau souffle. Notre rôle est d'impulser ce nouveau souffle. Très bien. Alors, il nous reste juste quelques minutes. Je voudrais quand même qu'on parle un peu de la ville d'Adiaké, dont vous êtes le maire. C'est une ville de combien d'habitants? Adiaké, pas grand monde, nous avons 35 000 habitants. Et quels sont les atouts de votre ville? Adiaké, les atouts déjà, c'est que je dirais que pour moi, c'est. On parle d'atouts. Moi, je suis né là-bas, donc c'est très important, même si quelque part, économiquement, ce n'est pas la ville la plus attrayante. Mais Adiaké, c'est une commune lagunaire. C'est une commune lagunaire et qui dit lagune déjà parle d'attrait touristique. Nous avons été supplantés par Assiné à côté. Mais comme Assiné commence à être saturé, je suis sûr que très prochainement, j'aurai du beau monde à Adiaké. Donc nous travaillons donc à préparer un peu l'arrivée de tout ce monde-là. Adiaké n'est pas loin d'Abidjan. Nous avons des espaces aujourd'hui libres en bordure de lagune. Et tout ce qui veut se reposer peut venir à Adiaké. Surtout, je vous précise qu'à Adiaké, pendant les périodes les plus difficiles de la crise post-électorale, Adiaké a été un lieu d'accueil pour beaucoup de nos concitoyens. Contrairement aux environnements immédiats d'Abidjan où il y avait beaucoup de menaces pour la sécurité, beaucoup de gens se sont repliés à Adiaké et ont trouvé une hospitalité là-bas, malgré quand même quelques velléités de désordre résiduel. Les gens ont été bien accueillis. Et de ceux qui sont partis, je ne vous cache pas que tout le monde n'est pas reparti. Certains sont restés. Donc, Adiaké est un atout touristique certain. Et nous travaillons à développer cela.
Ça justifie un peu notre participation au dernier CITA pour vendre un peu nos potentialités. Le ministre du Tourisme nous aide beaucoup. Il est même venu par là-bas lui-même pour essayer de voir un peu le site et favoriser l'installation des touristes. Mais Adiaké aussi, c'est une zone de production. On produit beaucoup de manioc, beaucoup d'EVA, beaucoup d'huile de palme. Tout ça ne reste, demande qu'à être valorisé. Et nous travaillons justement à trouver des gens qui viendraient nous aider à valoriser les productions locales au profit de nos populations. Et vous, Yensié Yacouba, fils d'Adiaké, aujourd'hui avec les responsabilités qui sont les vôtres, vous avez quand même trouvé le temps de vous porter candidat à la mairie de cette ville. Comment vous vous êtes décidé? C'est le parti qui vous a poussé à vous décider ou bien vous-même? Deux choses. D'abord, ces choses-là, disons que quand on se couche tous les jours, on n'en rêve pas. Mais à un moment donné, on fait un point de sa vie, on décide d'assumer ses responsabilités. Je vous ai dit, mon père est arrivé à Adiaké, selon ce qu'il m'a dit, dans les années 57. Il a été bien accueilli. Ensuite, ma mère l'a rejoint. Je suis né là-bas. J'ai fait l'école primaire là-bas. Je pense que ce que je suis aujourd'hui, je le dois à cette ville-là. Et à un moment donné, quand on a la possibilité de repartir vers cette ville, on le fait avec plaisir. Et ma volonté, mon engagement à être maire de la commune se justifie par le fait que j'estime que j'ai le devoir de rendre à cette ville, en partie, je ne peux pas tout rendre, de rendre à cette ville, à cette commune-là, ce qu'elle m'a donné, ce qui a justifié qu'il franchisse le pas pour décider d'être maire de la commune d'Adiaké. Et comment se passe la cohabitation aujourd'hui entre les différentes communautés de cette ville? Bien. Bien, je dirais, je suis affirmatif, bien, parce que pendant qu'il y avait des désordres à Abidjan, tout le monde s'est replié, beaucoup de gens se sont repliés à Adiaké, parce que justement, à Adiaké, les gens ont su rester convivial et vivre, et ils ont toujours décidé de vivre ensemble, et ils le font. Et je voudrais en cela remercier un peu le président de la République pour l'initiative qu'il a prise de créer la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui a permis quand même assez rapidement de resserrer les liens distendus entre les Ivoiriens. C'est important, ça a permis de restaurer le vivre ensemble et ça permet aussi aujourd'hui à la majorité de la population de travailler à la seule chose qui vaille, c'est-à-dire le développement de notre pays. Et nous élus locaux, suite au travail de cette commission, nous sommes là justement pour faire place, être en contact avec nos populations, pour leur demander justement d'aller dans ce sens-là, de vivre ensemble dans la paix, dans l'union, et c'est ce qui a aidé la Côte d'Ivoire à être ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut continuer dans ce sens-là. Et pour être élu maire d'Adiaké, vous avez battu un monument à Uyakassi. Aujourd'hui, quelles sont vos relations? Le doyen, je lui dois tout le respect dû à un aîné de son âge. Et je travaille un peu à ce que j'ai fait aujourd'hui soit par une continuation, soit un plus que j'ajoute à sa gestion de 17 ans. Quel est votre regard sur la réconciliation nationale, M. Yensié? Nécessaire, je dirais, nécessaire et indispensable. Voyez-vous, vous savez mieux que moi, on ne partage que la richesse, mais la richesse ne se crée pas dans le désordre. Et tant que nous vivrons dans le désordre, tant que nous vivrons ensemble comme des antagonistes, nous ne pourrons jamais travailler pour créer de la richesse. Aujourd'hui, ce que les Ivoiriens attendent, c'est des emplois, c'est l'amélioration de leur cadre de vie, c'est des infrastructures leur permettant d'assurer les déplacements, c'est des écoles, c'est un système de santé performant. Ça ne peut se faire sans la réconciliation. La réconciliation et la paix, c'est le préalable à tout développement. Et si aujourd'hui tout le monde, l'État de Côte d'Ivoire travaille à cela, nous, élus locaux, et tous les citoyens devons travailler justement à renforcer ces pactes de réconciliation entre nous Ivoiriens et les communautés qui vivent en Côte d'Ivoire. Merci, M. Yensié Yacouba. Je rappelle que vous êtes le directeur général du port autonome d'Abidjan. Vous êtes également maire de la ville d'Adiaké. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur ce plateau de Parlons franchement. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Merci de votre fidélité. Bonsoir.